Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur les réseaux, bienvenue sur les Facebook respectifs des partenaires de cette soirée, de ce débat intitulé Enseignants, enseignantes, un futur numérisé. Alors c'est pas moi qui vais présenter le débat, je vais ici introduire cette soirée puisque elle s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large qui s'intitule nosfutur.net, no avec un S et futur avec un S, qui est une initiative lancée par le Centre Vidéo de Bruxelles et qui est en fait un site de création documentaire et transmédia pour mieux comprendre les mondes qui viennent. Alors l'idée à la création de cette plateforme, de ce site, c'est en fait le besoin, on a senti au CVB le besoin de mobiliser d'autres imaginaires, d'inventer des récits dépeignant une autre manière de faire société, des récits qui puissent parler à chacun de sa réalité en permettant de nous projeter les pieds bien ancrés dans le sol dans un futur plus engageant. Alors, il ne s'agit pas pour nous, en tout cas, de s'attacher à dépeindre un monde meilleur qui sans doute ne viendra jamais, mais bien de se retrousser les manches pour mieux appréhender dans une multitude de visions et de formats nos futurs possibles. Donc, cette plateforme, ce site de création, rassemble un certain nombre de contenus audiovisuels, mais pas seulement, aussi textuels, avec chaque fois une thématique. Et la première des thématiques que nous avons choisi de développer, c'est la thématique du travail. Et donc, nous avons intitulé cette thématique « Le travail qui vient », comme une réflexion qui rassemble un archipel de contenus déployés autour d'un documentaire d'auteur que vous pouvez voir sur cette plateforme. Alors pour faire vivre ces contenus et élargir la réflexion, nous avons proposé à une série de partenaires de construire des débats autour de cette thématique en lien avec le travail. Le premier de ces débats s'intitulait « Mon travail, mon enfer » avec Pauline Beny, réalisatrice du film Shift, que vous pouvez donc voir sur cette plateforme. Le deuxième a lieu ce soir, enseignant un futur numérisé. Il y en aura 3 autres qui vont suivre tous les mardis, donc à 20h. Je vous les cite rapidement. Il y aura Filmer le travail à l'heure de la distanciation sociale, en collaboration avec le Petit Ciné. La lutte pour les droits dans l'économie numérique, en collaboration avec Gréséa et Econosphère. Et aussi culture et numérisation de la recommandation à l'algorithme en partenariat avec la SCAM, la revue politique et Tank. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit et je vais céder la parole à Renaud Selim Sanli de Culture et Démocratie, qui est le partenaire de cette soirée et qui va vous présenter ses invités et animer le débat. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Michel et bonjour à toutes et à tous. Oui, alors effectivement, je m'appelle Renaud Selim Sanli, je travaille chez Culture et Démocratie et pour nous, la question du numérique a toujours été assez importante et celle du travail d'ailleurs, puisque nous co-animons avec d'autres partenaires, dont Point Culture, le cycle pour un numérique critique et humain, le cycle Punch, dont vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos et d'interventions, notamment sur nos chaînes YouTube et compagnie. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler en fait de la numérisation de l'enseignement et plus particulièrement du processus de numérisation qu'il y a eu cette dernière année de confinement avec le début de la pandémie du Covid-19 depuis donc mars 2020. Parce que les processus de numérisation dans les écoles, je crois qu'ils ont toujours été là à certains niveaux, mais il y a eu ici une accélération et peut-être une couche en plus qui s'est installée dans l'activité de l'enseignement et qui a tant affecté les élèves que les enseignants et les enseignantes. Aujourd'hui, on va plus particulièrement s'attaquer au point de vue des enseignants et des enseignantes, quoique nous avons quand même une étudiante en agrégation à la Cambre, dont je vais parler dans une minute. Et donc, en fait, la question de la numérisation de l'enseignement est venue poser beaucoup de questions économiques, logistiques, humaines et sociales, notamment de l'intégration
de logiciels et de plateformes de grands groupes numériques privés dans des institutions publiques, ou en tout cas d'institutions qui ne voulaient dont la mission principale n'est pas celle de la marchandisation de services, qui est celle plutôt de la transmission de savoir et de la pédagogie, mais aussi des questions tout à fait basiques, mais essentielles, comme l'égalité à l'accès des moyens numériques, tant de la part des enseignants et des enseignantes que des élèves et des étudiants et des étudiantes. Et peut-être plus profondément même, au centre même de la question du savoir-faire de la pédagogie, de qu'est-ce que c'est que d'être pédagogue, qu'est-ce que c'est que de transmettre le savoir, et s'il était possible finalement de faire la même chose avec d'autres moyens. Est-ce que les moyens changeaient fondamentalement l'essence ou la nature de la pratique de l'enseignement ? Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de partir de points de vue très concrets, très situés, voir comment vraiment ça s'est passé cette année, cette dernière année. Où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on en retire comme leçon, s'il y a des leçons à en retirer, est-ce qu'on a déjà assez de recul. Et pour ça faire, nous allons discuter avec plusieurs vécus, mais qui sont aussi des personnes d'abord. Nous avons donc, qui vont se présenter au fur et à mesure et que je vais aussi réintroduire par ailleurs dans une minute. Nous avons Émilie, qui est étudiante en agrégation à la Cambre. Nous avons Camille, qui est une ancienne étudiante en agrégation à la Cambre, mais qui est maintenant enseignante d'art plastique à l'École européenne de Bruxelles. Et Tyler, qui est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille autour des questions de technologie et qui, par ailleurs, a écrit une très bonne, à mon avis, carte blanche avec Thomas Berns, qui est professeur de philosophie à l'ULB, au début du premier confinement, donc au début de la pandémie en mars 2020, sur justement la question de l'enseignement et de la numérisation. Et nous aborderons implicitement, à mon avis, les thèmes qui ont été développés à ce moment-là. Alors bon, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est une perspective assez, pas restreinte, mais une perspective particulière, puisque Camille, qui est enseignante dans une école assez privilégiée à Bruxelles, ce qui change quand même la donne, parce que justement, peut-être ce que nous avons oublié, ou ce qui n'a pas été assez dit, c'est que le processus de numérisation ne peut pas faire comme si chacun était égal face à ce processus. Mais du coup, on aura aussi d'autres vécus qui vont s'introduire. Notamment, je vous invite au fur et à mesure de la discussion de poser vos questions et de partager vos expériences sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai mon téléphone à portée de main pour pouvoir, au fur et à mesure... non, pas au fur et à mesure, pardon. À la fin de la discussion, les sélectionner et les transmettre. Et puis, nous aurons aussi à un moment un extrait d'un film qui s'appelle « Une journée de ma vie » d'Oumar Diallo, dont la première publique aura lieu à la Maison des Cultures à Molenbeek et pour laquelle il faut s'inscrire sur le site du CVB et qui apportera une autre perspective à un moment durant la soirée. Et donc là, je vais commencer par poser des questions, par demander à Émilie de s'introduire et puis lui demander au fur et à mesure, comment ça s'est passé. Toi, si je me souviens bien, tu as étalé ton année d'agrégation et donc tu as vécu tant une partie, ce qu'on appelle maintenant en présentiel, et une partie en distanciel, ou disons plus numérisée. Est-ce que tu peux un peu te réintroduire et me dire un peu comment ça s'est passé ? Oui, voilà. Donc, moi, j'ai vécu les deux types d'enseignement. J'ai eu l'occasion de rencontrer mes professeurs. Et ensuite, dès qu'on a eu le premier confinement, je me suis retrouvée donc en distanciel. Les choses ont été assez brutales et rapides. On a eu beaucoup d'aide pour mettre en place tout ça. Et ce qui s'est passé après, c'est que au début, on était dans l'événement brutal du Covid, mais ensuite, pour s'adapter, ça a été difficile dans le sens où parfois le fait de gérer son ordinateur, la caméra, c'était surtout le fait de ne plus être en contact social avec les professeurs, or que c'est quand même un métier de terrain. Et ici, on n'avait plus le terrain, on se retrouvait juste face à un écran où on voit que notre professeur parce que la majorité des gens n'allument pas leur caméra, mais aussi face à notre réalité du quotidien.
parce qu'on est à la maison, on vit avec des gens, on a des enfants, on doit faire à manger, ils ne peuvent pas aller chez papy et mamie et on doit suivre des cours au même temps à distance, au même temps qu'on gère une vie privée et que les gens peuvent accéder à cette vie privée à partir du moment où on allume le micro, la caméra. On voit aussi un peu la vie privée de notre professeur, parfois dans certaines situations. Donc oui, ça n'a pas été facile. Je pense aussi que ça a été moins humain au niveau des échanges qu'on a eus entre nous. Et alors, tu dis que ça a été un changement assez brutal. Et alors, du coup, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que je crois que les cours ont repris en numérique à partir d'avril à peu près. Est-ce que tout d'un coup, donc, on vous a dit, voilà, ce sera cette plateforme-ci, ça se passera comme ça? Est-ce que vous avez été un peu formés ou est-ce que... On n'a pas été formés, mais on avait des aides concrètes. On nous a proposé des ordinateurs aussi si on n'en avait pas. Et on avait accès à quelqu'un qui pouvait nous aider au moindre problème et qui réagissait très vite. Donc ça a été bien géré. D'accord. Et quand tu disais... Par contre, c'est vrai que tout d'un coup, tu te retrouvais seul face à ton écran pour suivre des cours en plus d'art, si je me souviens. Oui, c'est ça. Et donc aussi, surtout enseigner. Donc on n'avait pas l'occasion d'enseigner devant nos camarades de classe. On n'était pas sur le terrain, alors que c'est quand même un métier de terrain. Et aussi, on n'est pas formé à l'informatique non plus. Donc on avait certains des difficultés. Moi, je viens d'une génération où j'ai étudié... Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Moi, c'était il y a 20 ans que j'ai fait mes études. Donc, j'allais encore en bibliothèque, je rendais des travaux à la main. Je ne suis pas très dans l'informatique parce que je suis sculptrice à la base. Je suis quelqu'un, oui, c'est ça, dans la matière. Et donc, les écrans, c'est pour moi un monde complètement différent. Donc, quand j'ai une difficulté avec mon ordinateur, c'est à mon fils de 12 ans que je demande de régler le problème de caméra ou de micro. Donc, je suis vraiment complètement dépassée par la technologie. Et ce que je trouve qui est embêtant, c'est que dans notre formation, on ne nous forme pas à ça. Il n'y a pas de cours où on peut avoir même comment on va diffuser, enfin n'importe quoi. On n'a pas de cours informatique, quoi. C'est ça, tu veux dire qu'il y a une utilisation assez, disons, basique ou intuitive de l'ordinateur, des navigateurs web, mais pas toutes les fonctionnalités qui ont été mises en place ces dernières années, et peut-être particulièrement ces derniers temps avec la numérisation de l'enseignement, comme la diffusion en ligne, téléchargement de fichiers, etc., où il n'y a pas de formation réelle pour ce point-là, quoi. Donc... Exactement. Donc maintenant, je suis prise en remplacement dans une école secondaire, et donc j'ai accès au Smart School. Mais en quelques jours, je dois me former à une plateforme que je ne connais pas, qui est avec plein d'informations qui nous tombent de partout. Et il faut savoir gérer, il faut savoir s'adapter. Et on n'est pas préparé à ça du tout, en fait. Et quand par exemple, si tu as pu en faire part à tes autres collègues ou à ta direction ou... Ici, dans l'école où je travaille, il y a des aides. Il y a des profs qui sont doués en informatique, qui sont là pour nous aider et pour nous accompagner en tant que remplaçants et nous conseiller et tout ça. C'est ça, d'accord. Donc, il y a quand même... Oui, c'est ça. Dans les heures de midi ou vite à la récré ou par mail. Mais je veux dire, dans notre cursus de formation, on n'a pas de formation à ça. Et alors, dernière question avant de passer à Camille. Donc là, tu as étalé ton agrégation en 2 ans. Oui. Donc du coup, cette année-ci, par exemple, tu as commencé directement en numérique. Nous, on a eu un tout petit peu de présentiel et puis après, on est repassé au numérique. C'est ça, donc tu avais quand même le temps de socialiser, comme on peut dire, un petit peu. À peine. J'ai rencontré 2 personnes sur les 30. Les autres, j'ai connu que les voix. Je les découvre aujourd'hui. Ça fait drôle parce qu'on entend une voix, on se dit « Ah ben en fait, c'est celle que j'ai entendue derrière l'écran gris. » Merci, c'est un problème qu'on m'a déjà souligné aussi même de la part des professeurs. C'est parfois, en janvier, ils se demandent « Mais tiens, est-ce que je connais cet élève ou pas ?» Parce que comme la caméra n'est pas allumée, ils l'ont vu une fois, ils ont entendu la voix une fois. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi voilà. Oui, j'ai un prof qui ne m'a jamais vu physiquement. Je n'ai jamais allumé ma caméra, il ne m'a jamais vu. Oui. Okay. Merci beaucoup. On reviendra après au fur et à mesure. Oui. Et donc, Camille, est-ce que tu es prof en art plastique à l'école européenne
donc qui était aussi un milieu particulier, parce que je crois que tu m'avais dit déjà un peu avant que c'est un milieu qui a plus accès à l'informatique. Mais toi, tu as commencé directement en tant qu'enseignante via le numérique, ou tu m'as dit que tu avais fait un stage aussi qui s'était passé Donc, en fait, j'ai commencé à passer dans le numérique au moment réellement de mon stage. Et c'est vrai que cette année, à l'école européenne, j'ai eu la chance de commencer en présentiel. Donc, c'est terrible à dire, mais oui, j'ai eu quand même cette chance de rencontrer mes élèves et d'établir un dialogue et un lien. Et donc, le basculement vers le numérique était moins fastidieux. Et prof en art, en numérique, du coup, ça se passe comment un peu C'est un peu comme donner un cours les yeux fermés. Donc, c'est pas évident. Parce que c'est vrai que, comme Émilie le soulignait très bien, c'est que être enseignant, c'est aussi un métier de terrain, et je suis parfaitement d'accord avec ça. On est vraiment dans la recherche du feedback individuel avec l'élève. Et là, il est difficilement possible. Alors, quand on le recherche, on est toujours avec un train de retard, parce que l'élève va partager son travail via une photo. Et donc, il ne va pas la basculer en temps réel, quoi. Ça a pris une demi-heure, 40 minutes. Donc, pour eux, c'est pas évident. Et pour nous, des fois, on découvre aussi comment un message peut être interprété, comment un cours peut être interprété. Parce qu'en étant enseignante, il y a ce principe d'interprétation aussi. Et quand on est à distance, il est encore plus ouvert, quoi. Donc, Ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis le numérique, on nous avait dit que c'était... qu'il y avait une forme d'instantanéité, de fluidité, de rapidité, d'accès direct. Et là, justement, tu me dis, en fait, non, justement, il y a une médiation qui est énorme, même temporelle, matérielle, entre le moment où on dit quelque chose, le moment où c'est reçu, et le moment où on a le résultat aussi de ce qui est demandé. Donc, et là, tu t'en sors, tu fais comment ? Alors, c'est vrai que ce qui n'est pas évident, je pense, c'est que quand on pense enseignement en ligne, on a tendance à penser un seul type d'enseignement, et ça, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en effet, il y a différents types d'intelligence. Et quand on donne un cours magistral à un élève, un autre élève aura besoin d'un exemple appliqué ou d'une autre manière de présenter la chose. Quand on le fait en ligne, le temps n'est pas suffisant, parce qu'on ne peut pas s'adapter à 28 élèves en 45 minutes. Et ça, c'est pas forcément facile, parce qu'il y a des élèves qui passent aussi à la trappe, parce que pour eux, ça ne leur correspond pas, ce modèle-là. Donc c'est vrai que j'essaye par exemple de garder la caméra pour maintenir le lien, ou des choses un peu comme du rituel de l'appel, pour que chacun puisse, avec sa voix, dire « je suis là ». C'est vrai que j'ai voulu maintenir ça, et d'essayer de basculer entre projections, entre vidéos qui sont envoyées, entre est-ce que je montre ce que je suis en train de faire. Donc de basculer, mais je pense qu'aussi pour certains élèves, c'est un peu le trouble, parce qu'il y a plusieurs modes d'enseignement et d'apprentissage. Et par rapport à, justement, quand tu dis plusieurs modes d'enseignement et d'apprentissage, est-ce que, par exemple, je ne sais pas si tu parles à tes collègues, mais qui dans d'autres disciplines, est-ce que ce sont les mêmes moyens qui sont mis en œuvre pour apprendre l'anglais ou l'art, ou est-ce que toi, tu as, par exemple, accès à d'autres fonctionnalités ? J'ai accès, par exemple, à une machine qui projette ce que je suis en train de dessiner. C'est-à-dire ? Donc c'est un peu comme si j'avais ma tablette sur un trépied qui filmait ce que je suis en train de faire. Ok. Donc ça, on va dire que dans la matière artistique, ça peut être pratique, même s'il y a toujours cette problématique du professeur qui montre. Et en fait, dans ma classe, je ne mets pas ça en place quand je ne suis pas en ligne. Et après, je sais qu'à travers mes collègues, il y a d'autres modes. Par exemple, j'ai des profs qui utilisent beaucoup les principes de Kahoot, des choses comme ça. Donc, de passer à travers le jeu qu'on crée en fait soi-même pour l'élève. Ok. Donc, je pense que chacun s'est adapté un peu de manière différente en fonction de sa matière, en fonction de ses possibilités, aussi de sa culture technologique. C'est ça, ce sont des moyens qui sont inhérents à la plateforme et dont chacun peut... Non, alors là, chacun doit faire un petit peu sa cuisine de son côté, quoi. C'est ça. Et par rapport à la plateforme que vous utilisez, c'est laquelle ? Nous, on passe par Teams. Par Teams, c'est ça. Et la transition s'est faite plus simplement parce que les écoles européennes sont centralisées. Donc l'importance est d'avoir un seul médium pour tout le monde. Et ici, c'était la plateforme Microsoft, en fait, le pack office.
Donc, par défaut, ça s'est fait sur Teams. C'est ça. Mais je sais qu'il y avait aussi cette volonté des enseignants de ne pas multiplier les plateformes pour les élèves. C'est ça. Mais donc, il n'y a pas eu de vraie concertation en amont avec les élèves, avec les étudiants, avec les enseignantes, pour savoir quel type de plateforme vous préfériez. Si, voilà, il n'y a pas eu de discussion ou de mise en commun de ce qui est possible à partir du moment où il fallait continuer en numérique. Alors là, je ne saurais pas du tout Oui. répondre. Je sais que ça s'est fait aussi sur le vif parce que tout le monde a dû s'adapter très rapidement. Donc, j'ai pas eu d'écho de discussion. Après, Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il a fallu s'adapter très rapidement. Enfin, j'imagine que les directions ont été aussi pris assez sur le vif et qu'on leur a dit qu'il fallait absolument continuer et que du coup, on a pris le moyen qui était là et c'était disponible. Et voilà. Tu disais continuité pédagogique et c'était vraiment ça. Ça a été le mot d'ordre et il fallait s'adapter. Mais ça voulait pas dire s'adapter à tous. Oui. Ça voulait dire un petit peu choisir la solution la moins pire pour garder le plus d'élèves, je pense. Oui. On reviendra d'ailleurs sur la question de plus d'élèves s'il y a eu des décrochages. Je vais d'abord passer la parole à Tyler, donc, comme je disais, qui est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille. Et donc toi, tu as, on va dire, une double casquette parce que non seulement tu travailles sur les technologies, mais tu es aussi, du coup, enseignant et tu as dû aussi donner des cours. Tu as commencé l'année dernière. Oui, alors j'ai commencé un nouveau poste à l'Université catholique de Lille à l'automne dernier. Et donc, c'est un poste d'enseignement et de recherche. Et en parallèle, je donne aussi un cours à l'ULB que je donne depuis plusieurs années et que j'ai donné l'année passée en distanciel. Donc ça, c'était intéressant de voir un cours qui m'était familier, comment j'ai dû effectivement m'adapter pour essayer de faire au mieux en ligne. Après, à Lille, je commençais et donc il y a des étudiants que j'ai tout simplement, des classes entières que j'ai tout simplement jamais vues. Et dont les visages et parfois même les voix sont donc jamais entendus ou vus. Donc ça, c'est quand même une expérience très particulière, je crois, pour un enseignant d'être face à juste des écrans noirs et de ne pas pouvoir... et on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'interpellation et d'exercice, mais si ça prend pas, et on n'est pas présent physiquement dans le même espace. Et on a eu déjà l'occasion d'en discuter, mais la question du coup, on passe beaucoup de temps, j'ai l'impression, en tout cas, c'était mon expérience, de s'assurer que les conditions de présence sont bel et bien les mêmes pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Des choses qu'on ne doit évidemment pas faire dans une classe physique. Oui, après, comme tu disais, je suis aussi chercheur sur ces questions. Donc, de mon autre point de vue, c'était un peu du pain béni parce que, en tout cas, ça n'a fait que exacerber et exprimer des tendances que moi je constate d'un point de vue vraiment de recherche. Donc, je suis chercheur en philosophie des techniques et philosophie politique et je m'intéresse au déploiement de ces outils numériques et une chose, par exemple, que j'essaye de réfléchir depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est la matérialité de ces infrastructures, de ces réseaux, de ces dispositifs, ces plateformes qu'on présente souvent comme étant virtuelles. D'ailleurs, on dit toujours maintenant encore qu'on va faire une réunion virtuelle, on va donner cours en virtuel. Alors moi, j'aime bien rappeler avec mes étudiants justement que ce cours n'est pas virtuel, il est réel, mais il est autrement réel simplement. Et on est chacun chez soi, chacune chez soi, et en même temps, on est sur des serveurs, parfois de grosses boîtes privées comme Microsoft. Et cette présence, elle est réelle. Enfin, littéralement, on est sur leur serveur. Il n'y a rien d'immatériel ou d'éthéré là-dedans. Et ça a un coût d'un point de vue écologique, social. Et puis peut-être quelque chose dont on pourra parler, mais aussi de l'attention aussi des enfants, qu'ils soient en bas âge ou des étudiants dans le supérieur. Le rapport à l'attention et ces technologies est quand même assez profonde aussi. Donc, Tu as souligné plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais peut-être que là, je voulais d'abord te poser la question et après j'ai une autre question, mais la première question c'est... Tu disais, le cours que tu as donné à l'ULB, tu l'as donné d'abord en présentiel, plusieurs années, et puis en distanciel, alors que celui à Lille, tu l'as tout de suite donné en version numérisée. Ouais. Est-ce que le passage du présentiel au distanciel était plus difficile ou était plus...
Quelles étaient les variations, on va dire? Forcément, j'avais une expérience antérieure qui me guidait. En même temps, je me disais, bon, je ne vais pas faire la même chose. Je ne vais pas tomber dans le piège de... Parce que je me suis dit, moi j'ai fait des recherches là-dessus, je sais qu'il ne faut pas essayer de faire la même chose avec... mais en fait, finalement, c'est très dur de se détacher de ce qu'on a déjà donné comme type de cours et de réinventer la roue comme ça. Donc j'ai essayé d'inverser la classe dans un premier temps. Ça a moyennement marché et donc je suis revenu à un cours en live, en direct, ex cathedra, et les étudiantes semblaient préférer ce médium-là que mes podcasts que je mettais en ligne, qui étaient plus courts et qui étaient censés répondre à des lectures qu'ils devaient faire pour accompagner. Et effectivement, à Lille, j'avais moins ce problème en commençant un nouveau poste parce que j'avais pas un peu le poids de l'ancienneté. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, ouais. Et du coup, là, je vais revenir sur un autre truc que tu as dit et qu'on pourra peut-être aussi partager ensemble. C'est qu'effectivement, donc on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, ce sont des infrastructures bien réelles. Bon, après, il y a des questions vraiment économiques et de politique qui sont celles de, voilà, nos cours, nos données sont sur des réseaux matériels privés comme Microsoft, qui d'ailleurs, il me semble que sur certaines plateformes, les données leur appartiennent encore. D'ailleurs, si on veut les récupérer en agrégat, il faut les payer pour les récupérer. Bon, ça, c'est une question peut-être qui n'impacte pas directement le métier d'enseignante ou d'étudiante. De chercheur, à mon avis, c'est encore autre chose, parce que ça doit quand même un peu t'interpeller. Mais aussi, c'est qu'on est face à un ordinateur, ça bug, ça s'éteint, la connexion s'arrête. Moi, j'ai une amie qui m'a raconté encore aujourd'hui. Elle est prof, elle est enseignante à Molenbeek. Il y a peu de moyens. Et elle me disait, voilà, en fait, si je veux donner un devoir intéressant qui ne soit pas juste avec un correctif que je renvoie pour les élèves, eh bien, la personne doit m'envoyer son devoir par photo. Je dois l'imprimer. Je dois corriger dessus à la main de manière lisible, refaire une photo, et puis lui envoyer. Mais donc tout ça, c'est plein de couches qui se surajoutent, mais en plus, donc c'est du travail qui se surajoute, voilà, ça marche pas, enfin c'est pas lisible, c'est plein de micro détails qui alourdissent la chose. Et puis même, en fait, on sait que de plus en plus que les poids des mails qu'on envoie, des choses qu'on envoie ont une conséquence écologique. Donc même là-dessus, c'est une espèce d'aberration. Et moi, je me demandais, est-ce que par exemple tu as eu des profs que tu avais déjà eu pour d'autres cours avant, où tu as senti que voilà, il y avait de plus en plus de couches qui se surajoutaient et que c'était du coup toute une autre manière de communiquer le cours ou la matière? C'était très différent. Il n'y avait plus le côté humain. Il y avait moins de partage objectif aussi entre les élèves. Il y avait un côté plus critique. On est face à un ordinateur avec des gens qui parlent, on ne les connaît pas, et quand on met son commentaire, on est plus dans une critique négative plutôt que dans quelque chose de positif. Il y avait pas la dimension humaine, et ça fait beaucoup. Et toi, Tyler, en tant que prof, ou Camille, en tant que prof, le fait de toutes ces couches qui se surajoutent et la manière dont ça interagit avec vos étudiants, vos étudiantes, vous l'avez senti aussi matériellement ou... Personnellement, oui, c'est des journées qui ne s'arrêtent jamais, j'avoue. Je pense que la manière de gérer l'enseignement en ligne impacte aussi le travail. Mais il est vrai que quand on cherche, en tout cas, ce feedback accru de l'élève, c'est des temps qui ne font que s'étirer. Et on n'a plus cet espace-temps de la salle de classe, de l'heure de cours, parce que ça dépasse tout le temps, parce qu'en effet, il y a des bugs. Donc après les cours, on va aller voir tel élève, tel élève, tel élève. Mais même pour eux, c'est ingérable pour un enfant d'apprentissage. Je crois qu'au niveau universitaire, ça se passe peut-être un petit peu différemment. Et donc, mais du coup, j'aimerais bien souligner un autre aspect qui est celui de l'évaluation, qui est aussi lourd et qui a soulevé de manière exacerbée et vraiment parfois de manière un peu caricaturale la question de la triche. Alors tout le monde a pu avoir son avis sur cette question, mais ça montre bien aussi la lourdeur de comment est-ce qu'on fait en sorte que la copie est une copie sans triche en fait, et que si on fait un examen par exemple qui n'est pas un QCM et que les étudiants et étudiantes ont 1 heure ou 2 heures ou 3 heures pour faire ça chez eux,
forcément, il faut se dire qu'ils vont avoir accès à Internet et qu'ils vont aller regarder potentiellement ou leurs notes. En fait, on peut pas transformer une évaluation en exercice de police. Et donc, il faut réenvisager le type d'évaluation qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut évaluer. Et de nouveau, là, je crois que c'est un exemple de choses qui sont à la fois très dures et très difficiles, mais qui nous montrent aussi peut-être les limites d'un système d'enseignement, d'un système d'évaluation, et que peut-être aussi c'est une opportunité, une occasion en tout cas à réfléchir ce type de questions. Par exemple, de comment est-ce qu'on veut évaluer, qu'est-ce qu'on évalue, pourquoi est-ce qu'on évalue. Mais c'est pour ça que je demande souvent effectivement même aux profs ou aux étudiantes, ici je dis étudiantes dans ce cas-là parce que c'est que en fait avec ce principe de continuité, on nous a dit que le système avant marchait et qu'il fallait juste le continuer par d'autres moyens. Et là, on vient surajouter une couche en plus qui fait que déjà ça ne marche plus comme avant, mais ça montre en plus qu'avant ça ne marchait pas forcément, enfin que c'était pas forcément ça. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de voix qui sont quand même élevées sur est-ce que ce n'est pas le moment justement d'interrompre ce principe de continuité, même de manière plus large, pour repenser l'éducation dans son ensemble. Et après, bon, il y a repenser l'éducation, je crois qu'il y a des écoles en Belgique qui le font. Mais c'est même la question très concrète, effectivement, de la disparité économique, des inégalités en Belgique. Je veux dire, là, c'est une question numérique, mais j'ai encore aujourd'hui lu un rapport de la Fondation Roy-Baudouin, donc qui n'est pas forcément la fondation la plus critique politiquement en Belgique. Mais on sait que la Belgique est un des pays les plus inégalitaires au niveau de l'enseignement en général, mais qu'en plus, par rapport aux pays limitrophes, c'est un des plus inégalitaires au niveau de l'accès à l'Internet. C'est-à-dire que, au Wi-Fi, à la connexion, Internet, ça. C'est-à-dire que 29% des ménages à bas revenus n'ont pas l'accès à Internet. Ce qui est déjà... Moi, c'est vrai que quand on me dit j'ai pas d'ordinateur chez moi, en fait, ça me paraît de plus en plus bizarre. Ou quand on me dit j'ai pas le Wi-Fi chez moi, ça me paraît bizarre. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la catégorie qu'on pourrait appeler les jeunes, mais en fait, bon, allez, ceux qui sont en âge d'être scolarisés, on va plutôt dire, on dit toujours qu'ils sont tout le temps connectés, mais c'est via des téléphones portables, souvent, ou des tablettes, ce qui n'est pas du tout le même outil d'enseignement et d'attention. Aussi, tu parlais d'attention, il y a toute une économie de l'attention sur comment est-ce qu'on fabrique ça. Et toi, tu me disais, par exemple, tu as des élèves qui écrivent des dissertations, enfin, des trucs sur smartphone. J'ai mes élèves qui m'envoient dans des exposés les screenshots d'œuvres d'art. Ouais. Et c'est vrai que là, on voit que leur utilisation, c'est pas de la provocation. C'en est pas, quoi. On est vraiment dans une utilisation qui est naturelle. Mais du coup, il y a une espèce de confusion pour eux, je pense, entre l'outil loisir aussi, personnel, et de l'apprentissage. C'est vrai que moi, je suis de la vieille école, quand je prenais un stylo en main, je savais que j'allais être sérieux. Quand je prenais mon ordinateur en main, je savais que non. Mais tu voulais dire quelque chose, Tyler, et je crois que juste après que tu aies dit quelque chose, on peut passer l'extrait du film Une journée de ma vie d'Oumar Diallo, mais juste après que tu aies... Juste donc très rapidement, je voulais juste faire la même chose par d'autres moyens. Voilà, le moyen change. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais effectivement, je pense par exemple à un exemple qu'on pourrait imaginer de comment renverser un petit peu la classe entre guillemets avec le smartphone. Il y a des applications qui traduisent par exemple la voix, l'enregistrement de la voix en texte. Et on pourrait très bien envisager par exemple que l'élève utilise cette application et après qu'il fasse un travail sur le texte et s'il arrive à repérer les fautes d'orthographe par exemple, c'est du traducteur automatique. Je dis ça comme ça, mais pour dire en fait à quel point on peut exploser tout en le carcan traditionnel entre guillemets, tout en restant attaché à une forme de rigueur et de savoir plus abstrait qui est censé véhiculer l'école et l'institution scolaire. C'est vrai qu'il faudrait repenser le médium, non pas comme un principe de mimétisme, mais comme tu dis, repenser cette culture technologique et qu'est-ce qu'on peut en faire à travers elle, et pas comment, avec le numérique, je peux m'empresser de pallier à la distance. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cet extrait de ce film et qu'ensuite, justement, on revienne, parce qu'il va nous donner une autre perspective, on revienne vraiment sur cette question-là, sur la question de faire la même chose avec les mêmes moyens possibles ou non, et peut-être quelles possibilités, essayer de finir, voilà, nosfuturs.net, essayer de finir sur une ouverture, en tout cas. Il y a certains profs qui ne savent même pas utiliser les logiciels. Les logiciels
qui ne savent même pas utiliser les... Il y a certains profs qui ne savent même pas utiliser les logiciels de cours et tout ça. Donc, des fois, on prenait 2 heures juste pour que le prof sache cliquer sur un nom pour le rajouter dans la discussion. Donc, voilà, des fois, on perdait des heures pour rien parce que nous, on était quand même censés être là pendant les 2 heures pendant que le prof essaye d'apprendre à cliquer alors qu'il pouvait le faire bien avant. Donc, il pouvait quand même s'entraîner ou je sais pas. Les cours à distance, au début, dans le premier confinement, c'est un petit peu compliqué d'allier ça, donc j'essaie d'avoir une structure, c'est ce qu'il nous disait aussi. Structurer votre temps, parce qu'on avait des contrôles en ligne, c'est pas forcément pareil qu'à l'école, c'est pas la même pression non plus. Et moi je trouve que c'est pas trop bien de libérer trop la pression, parce que l'école, il faut se dire que c'est un truc qui nous prépare bien, que c'est pour notre avenir, et que le rapport à l'école, il devrait pas changer autant en une seule fois, parce que c'est vrai que ça a changé d'une semaine à une autre, hop, on va plus à l'école. Alors avant, je montais bien, je progressais, j'évoluais. Et là, d'un coup, ça descend. C'est pas facile de travailler à la maison, de se dire ouais, j'ai des travaux à rendre en ligne. C'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, les profs, ils expliquent pas. En fait, ils nous donnent du travail. Ensuite, ils nous disent c'est tout travailler. Et comparé à être à l'école, là au moins ils expliquent, même si on a moins d'heures. Depuis octobre qu'on a en ligne, moi jusqu'à 20h30 je suis occupée par jour. Et le week-end je peux un peu souffler, tu vois. Mais moi normalement jusqu'à 20h30 je suis devant mon ordi à faire des cours. À la maison il y a du bruit à côté de toi et tout, tu peux pas vraiment suivre le cours comme en classe, c'est rien à voir en fait. Donc là, on a vu avec le film déjà qu'on en parlait un petit peu, mais la structuration temporelle est assez présente, en tout cas chez ces jeunes étudiants, où il y a vraiment un avant et un après. Et on voit aussi qu'il y a une espèce donc une structuration temporelle assez fragmentée par rapport à une ligne longue, mais aussi par une ligne courte, c'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où ils doivent faire leurs devoirs à la maison, ils savent pas. Pour eux, ils disent qu'ils sont à la maison, donc c'est pas la même chose. Et on voit qu'il y a plein de choses comme ça qui se surajoutent. Et c'est vrai que je crois qu'on a peut-être tous fait l'expérience un peu d'avoir été un peu déboussolés au début au niveau temporel, mais si en plus on veut continuer, on sait que l'école est quelque chose qui rythme quand même très fort le temps et les corps. Enfin, c'est une de ses fonctions notamment, c'est de rythmer l'apprentissage et Et donc quand ça disparaît, mais que malgré tout on veut faire la même chose avec des moyens numériques, où est-ce que ça s'intègre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, alors du coup, comment est-ce que l'école pourrait en fait comment est-ce qu'on pourrait, à partir du moment où la question de l'école comme une classe, qui est quand même un lieu assez circonscrit, où il y a un professeur qui est en général à l'avant, avec des étudiants qui écoutent ou qui interagissent, mais c'est quand même un cadre très circonscrit de l'enseignement et d'une forme aussi de pouvoir, mais ça c'est encore autre chose. À partir du moment où on délocalise ce lieu et en fait où ce lieu devient diffus, qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir enseigner, de faire la même chose, alors qu'en fait, même matériellement, la disposition n'est plus pareille? Et du coup, comment est-ce que l'école pourrait en profiter maintenant de ce moment un peu de rupture pour repenser sa pédagogie avec, pourquoi pas, en intégrant la technologie? Enfin, je ne sais pas si vous avez... Oui. En commençant par permettre aux élèves d'avoir des cours d'informatique en secondaire déjà. Oui. Parce que non seulement on parle de ceux qui n'ont pas Internet, pas le Wi-Fi, mais on ne parle pas de ceux qui n'ont jamais utiliser un ordinateur. Et ces élèves-là, ils se sont retrouvés derrière des écrans. Et quand on parle d'inégalité, ça fait qu'accentuer encore plus ces inégalités-là, je pense. Et même en tant que professeur, c'est pas normal qu'on ne soit pas formé à ça. Même à l'utilisation d'un projecteur, tout ça. Enfin, il y a des formations qui sont prévues par la communauté française pendant les vacances où on peut s'inscrire de manière volontaire. Mais je pense que ça devrait vraiment être introduit dans le cursus d'un professeur. Oui. Et chez les élèves du secondaire aussi. Oui. Mais ce serait aussi le moment, je ne sais pas si tu as réfléchi aussi en tant qu'enseignante, de changer enfin si tu as peut-être voulu changer les méthodes, mais c'est après, je crois que ça demande un recul et toute une culture technique énorme, justement. Moi, je pars du principe que dans mon enseignement, je dois être capable de pouvoir donner cours avec un bout de bois sans l'ordinateur, mais je dois être
capable aussi de pouvoir donner cours à distance avec un ordinateur. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Donc, d'être capable de pouvoir faire les deux, quoi. Si un jour l'ordinateur n'existe plus, je dois être capable d'être dans la nature, à donner un cours avec uniquement la nature, que ce soit science, l'art ou n'importe quelle matière, même la physique, mais aussi d'être capable d'utiliser correctement ça. Moi, je me sens complètement décalée, dépassée. J'ai l'impression d'être un dinosaure, or que j'ai juste 40 ans. Donc, je me dis, on est quand même toute une génération au-dessus de 40 ans. Et ces gens-là, ça fait 20 ans qu'ils sont peut-être ou 10 ans dans l'enseignement. Ils n'ont pas été adaptés à ça. Et ça a été tellement brutal qu'il y avait tellement de choses autour. Enfin, ils ont été vraiment courageux, les enseignants. Ouais, je suis de d'accord. traverser tout ça. C'est vrai que tu parlais d'évidence technique et on a beaucoup soulevé la question aussi de à qui ça va s'adresser cette évidence, mais aussi comment l'évidence va se mettre en place. Et c'est vrai qu'on parlait par exemple des modes d'apprentissage et c'est un peu quand même oui au cœur parce que et quels élèves sont équipés comment ils sont équipés, comment le prof va l'être. Mais on parlait aussi du recul, c'est-à-dire, je pense qu'on a tous envie de proposer des contenus qui sont différents, avec des temporalités différentes, parce qu'on voit bien que la temporalité de l'école en numérique, ça ne fonctionne pas, c'est trop. Mais je pense qu'il faut aussi du temps pour pouvoir repenser ça. C'est Tyler qui parlait aussi de culture technologique qu'on n'a pas forcément. Et c'est vrai qu'on parlait du Skype, on n'est pas très loin en fait du Skype qu'on a connu. On n'a pas tant avancé que ça. Et là, je pense qu'on est dans une urgence de repenser ça parce que le risque, c'est de prendre pour argent comptant ce que tout le monde est en train de faire et de se dire bon ben ok, en fait ça va fonctionner. Et ça ne va pas fonctionner. Et il faut impérativement repenser la chose différemment, comme tu disais, Tyler. Tyler, parce que tu veux. Ouais. Je peux rebondir là-dessus. Effectivement, je former au numérique et apprendre le numérique, l'informatique, mais en prenant acte du fait que l'informatique et le numérique ne sont pas des technologies comme d'autres. C'est des technologies qui sont culturelles au sens fort du terme, c'est-à-dire qui transforment notre rapport à l'attention, à la connaissance, au comportement. On a des comportements propres avec des dispositifs numériques qu'on n'a pas avec d'autres objets techniques. Et on a vite fait de faire du numérique et de l'informatique des matières professionnalisantes ou techniques. Donc il y a des cours d'informatique, il y a des écoles spécialisées dans le technique pour ça, mais c'est du technique. Et le point avec l'informatique et le numérique, de manière générale, c'est que ce ne sont pas juste des technologies qu'on peut comme ça restreindre à un domaine de la vie. Elles touchent, elles traversent absolument tous les domaines de la vie. Et bon, pour prendre un autre exemple, moi je sais plus ou moins bien conduire une voiture. C'est un long processus, hein. Mais je ne comprends pas comment fonctionne une voiture. J'ai besoin d'un technicien pour m'aider à comprendre ça et réparer la voiture. Bon, un ordinateur, c'est pas exactement la même chose qu'une voiture, au sens où c'est une technologie aussi de l'esprit qui est une manière d'organiser les savoirs, l'attention, on en a parlé. Et donc, apprendre et être formé au numérique, c'est aussi faire du numérique un objet de savoir et pas juste un outil que l'on utilise pour transmettre le savoir. Et là, je trouve qu'il y a une vraie occasion à saisir là, avec l'expérience qu'on a vécue. C'est de faire du numérique, d'avoir des cours d'histoire dans l'informatique, d'avoir des cours de sciences des transistors et des microprocesseurs. Pourquoi pas? Tout est ouvert en fait dans l'ordinateur. C'est un objet technique fabuleux. Il faut s'en saisir à l'école. On voit l'utilisation du téléphone, tout ce qu'on peut en faire avec les élèves, c'est fabuleux. Hein. Ils savent mettre en mouvement des objets avec très peu de fonctions. C'est vraiment très intéressant d'utiliser ça en art. Tout à fait. Et un des enjeux aussi, c'est sans doute cultiver un rapport esthétique et qui ne soit pas juste du coup un rapport de travail au sens et de comment est-ce qu'on... Allô? Ça marche? Vous nous dites quand on recommence? Oui. Alors, excusez-nous pour cette interruption technique, comme quoi le fantasme du toute fluidité sans faille de la technologie
est plus une question de magie que d'opérativité concrète et directe. Et donc, on en était à la question de Lucie Faneyo, dont je m'excusais pour la prononciation, ce n'était pas correct. Il était notamment, en fait, c'était plus qu'une question, c'était un constat assez lapidaire, mais très intéressant, qui disait, en fait, non, je ne veux pas être formé à la technique, je ne veux pas devenir une pro de la technique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est, je ne veux pas me mettre à devenir absolument un codeur, un programmateur technique. Mais je ne crois pas que ce soit absolument de ça dont on parle. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Tyler pour répondre d'abord à ça, et puis on pourra enchaîner. Et je crois qu'il est juste aussi, et ça permet de clarifier une question qui est si on forme et on apprend le numérique aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, il ne s'agit pas effectivement de dire on va tous devenir programmateurs, on va tous devenir informaticiens, informaticiennes, qu'on va avoir une génération de codeurs. Ce n'est pas là l'enjeu. Justement, ce qui est intéressant avec le numérique de manière générale, parce qu'en fait ça recoupe énormément de technologies différentes, mais c'est que c'est une technologie qui peut être appréhendée de plein de manière différente. On peut aussi bien le voir du point de vue de son histoire. On peut faire un cours d'histoire de l'informatique. On peut faire un cours d'art qui se rapporte à l'objet comme un objet esthétique, qui en fait un outil, un instrument esthétique. On peut en faire un cours de sciences, de maths. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut... Un cours de français, pourquoi pas. Et d'un autre point de vue, j'aurais tendance à répondre en disant, en fait, c'est aussi à l'école d'instituer un certain rapport à cet objet technique qui n'est pas celui qu'on a dans la vie quotidienne. Si je peux utiliser un autre exemple rapidement, on peut tous et toutes plus ou moins apprendre le français dans la vie quotidienne. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre le français. Je crois que c'est important de le dire d'ailleurs aussi, parce qu'on parle différemment le français et c'est des manières légitimes de parler le français. Mais à l'école, on apprend certaines choses qu'on ne peut pas apprendre ailleurs, ou en tout cas, on n'a pas tous les mêmes chances de les apprendre ailleurs. C'est-à-dire une bonne orthographe, une bonne grammaire, une conjugaison, une compréhension de l'histoire, de la langue, de la poésie, de la littérature, etc. J'aurais envie de dire qu'on peut faire la même chose et on doit faire la même chose avec le numérique. C'est-à-dire que l'école doit instituer un certain rapport à cet objet, tout en disant évidemment qu'on utilise le numérique en dehors de l'école et que ces usages-là sont légitimes. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est mieux à l'école. Simplement, là, on apprend à abstraire, on apprend de l'histoire, on prend des concepts, des savoirs abstraits qu'on n'a pas tous les mêmes chances d'apprendre dans la vie quotidienne. Donc c'est ça le point important, je crois, pour répondre à ce constat. En effet, je pense que l'enjeu ici, n'est pas forcément de devenir tous pros de l'informatique, mais par rapport au contexte actuel, je pense que ce qui s'est aussi posé, c'est l'urgence de se réadapter et de comprendre ces médiums-là pour pouvoir s'en servir et mieux s'en emparer, en fait. Parce que sinon, on est constamment dans le même problème et c'est réintroduire à l'école, c'est proposer à l'élève, en tout cas, de découvrir cet outil différemment. Et ça, je pense que c'est essentiel, ouais. Mais d'ailleurs, peut-être que j'ai peut-être deux choses pour conclure, mais par exemple, effectivement, il y a une communauté qui s'est bien emparée aussi de la question qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique comme outil, comme moyen de socialisation et qui est assez vivante. C'est la communauté des gamers avec des outils comme Discord, mais ce qui implique aussi, en fait, par ailleurs, de ne pas être, sous la coupe de grands groupes privés qui, eux, normalisent énormément nos usages et qui créent des sillons d'usage aussi, des tracés dans lesquels on ne peut pas s'extraire et qui, eux, pour le coup, sont dans une optique beaucoup plus de normalisation d'un certain comportement face au numérique. Et je crois que, donc, du coup, là, j'ai un peu mis deux choses en avant, mais c'est une question qu'on se posait un peu en off et quand ça a coupé. C'était, voilà, où vont les données, de quoi vont être faites les données, enfin, qu'est-ce qu'on va en faire, et notamment se poser la question, Émilie, ou Camille, je ne sais pas, une de Émilie, je crois, la question de où vont ces données de ces élèves particuliers. Et ce à quoi on répondait, en fait, le problème, c'est pas peut-être, je vais laisser peut-être Tyler qui connaît bien le sujet pour y avoir travaillé dessus aussi. En fait, à vrai dire, je ne sais pas très bien ce qu'ils en font de ces données pour l'instant. Et je crois que même, mais ça c'est toujours le même principe, hein, ces trucs de big data, comme les collectes de données,
tant qu'on a la capacité de stockage pour stocker les données, les grandes plateformes stockent les données en se disant ça servira bien un jour. Et je crois que c'est ça servira bien un jour auquel il faut faire attention dans le domaine de l'enseignement, parce que c'est pas actuellement qu'ils sont en train de pister tel prof ou tel... voilà, il faut pas tomber dans le fantasme du Big Brother qui sont en train de nous surveiller. Mais par contre, il y a fort à parier quand même que dans quelques mois ou quelques années, même quand il y aura bien assez de données sur lesquelles ils pourront traiter des motifs, des comportements sur les heures auxquelles on enseigne, on devrait enseigner telle matière, la durée de cours, le temps d'attention des élèves, ce genre de choses, qu'ils nous transmettent gentiment les bonnes pratiques à adopter dans l'enseignement et l'apprentissage, comme étant des espèces de normes douces qu'on devrait suivre, des suggestions de voilà comment vous pourriez améliorer votre enseignement sur base des données que vous nous avez fournies. Donc là, il y a une dynamique sur la normalisation des pratiques d'enseignement auxquelles il faudra, à mon avis, être attentif dans les mois et les années à venir. L'enseignement en ligne, je pense que ce qu'on rencontre, c'est une uniformisation de l'apprentissage. Et donc, par rapport à ça, le risque d'obtenir en effet des sondages de 90% de personnes apprennent mieux entre 10 et 11 heures, c'est d'oublier ces 10%-là qui vont passer à la trappe. Et c'est vrai que qui dit pourcentage dit forcément à un moment un avis qui va primer au-dessus des autres. Et je pense que c'est là le danger, c'est que l'apprentissage prenne part à la marchandisation aussi. Et s'éloigne en fait de son rôle premier qui, à la base, était de prendre en compte chaque élève, de partir à partir de l'élève et de voir ce qu'on peut faire ensemble à partir de ça. Et là, je dirais peut-être qu'un des mots de la fin, c'était que ça, c'est le rêve de la pédagogie, mais on a vu que même sans le numérique, c'était déjà de moins en moins le cas. Donc, encore une fois, je crois que le numérique est venu amplifier ce qui était déjà là. Et qu'il ne faut pas venir oublier ça peut-être aussi, c'est qu'on fantasme le numérique comme une... Alors on a vu dans les élèves là, du film qu'il y a un avant et un après, je crois que c'est vrai, mais au sens où ça crée une cassure dans ce qui était déjà en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que ça fait vraiment le basculement dans ce qui était déjà en cours. Et que du coup le numérique n'est pas le grand, il y a peut-être des points auxquels il faut résister vraiment dans la numérisation, mais c'est que ça ne doit pas non plus nous faire oublier qu'en fait il y a des raisons structurelles qui font aussi que le numérique en arrive à être ce qu'il est aujourd'hui. Et que du coup peut-être que c'est là aussi où les écoles ont un pouvoir de se réapproprier et de vraiment créer une culture numérique qui peut être subversive. Enfin, voilà, comme on parlait de Discord et tout, c'est quand même des réseaux assez libres, décentralisés. Et peut-être que là, il y a quelque chose d'impossible pour le numérique. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant de conclure, de dire au revoir. Moi, je pensais surtout au fait qu'on voit quand même que ça a créé quand même des dégâts au niveau psychologique chez les jeunes enfants. Il y a eu beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup de dépression, beaucoup de tentatives de suicide. Et il faut quand même souligner que cette adaptation a été trop brutale. C'était comme ça que ça s'est passé, mais voilà, ça a pas fonctionné comme on aurait espéré que ça fonctionne aussi bien. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ça. Pour enseigner dans une sphère un peu plus privilégiée, mes élèves sont suréquipés. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à tous les élèves qui ne sont pas équipés. Et malgré tout, dans le suréquipement des élèves que je peux rencontrer, finalement, on est dans cette dimension du surmenage également, parce qu'il y a une ultra-disponibilité et un ultra-accès à tout. Donc, en effet, il n'y a pas d'excuse de passer au-delà. Et je pense que pour un élève qui n'a pas un travail de 8h à 18h, il est en train d'apprendre. C'est très difficile de coller ces rythmes d'apprentissage et des rythmes de travaux. Oui, pour clore, je dirais simplement alors que on a voulu effectivement faire du numérique l'outil par excellence de la continuité pédagogique, de faire la même chose par d'autres moyens. Je crois qu'on a bien vu que c'est plus un révélateur des failles, des inégalités, de toute une série d'enjeux en fait, qui sont sociaux et pas techniques, et qu'il faut régler politiquement, socialement, et que la technique ne va pas résoudre toute seule en tout cas. Mais que, en revanche, peut-être que le numérique
si on le sort de ce truc de la continuité, et que si on la voit vraiment comme une rupture, on peut peut-être alors commencer à réfléchir à résoudre avec elle en partie certains enjeux sociaux et politiques. En restant attentif. En restant attentif, toujours. 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 Merci beaucoup, merci d'être venu. Et alors, Merci à vous. Donc je vous rappelle qu'il y a une autre discussion le mardi 25 mai sur notre sélection pour vous, culture et numérisation de la recommandation algorithme, avec la revue politique, la SCAM et Tank, et bien sûr nosfuturs.net. Et je vous remercie encore d'avoir été avec nous ce soir, et à une prochaine fois. Au revoir.